selon la position que vous occupez, bonjour, bonsoir, selon le pays où vous êtes. Merci d'être à ce rendez-vous institutionnel et traditionnel des leaders sans frontières. Vous êtes à la masterclass, à la meilleure, à la masterclass où vous faites connaissance avec le monde de l'entrepreneuriat, une vision stratégique qui est partagée avec vous par M. Olivier, promoteur de leaders sans frontières. Nous sommes donc à la quatrième et dernière partie de ce thème que nous avons entamé avec M. depuis près de 3-4 semaines. Comment effectuer un investissement durable et rentable? Mesdames et messieurs, prenez note et partagez cette session. Ça fera du bien à quelqu'un. Monsieur Ban, vos leaders sont à vous. Merci Monsieur Tano, merci à l'ensemble de l'équipe technique. Nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble de nos leaders et nous nous réjouissons en tout cas de votre fidélité et de votre assiduité, n'est-ce pas, à nos sessions de masterclass. Et ces derniers temps, nous recevons beaucoup de requêtes des personnes, des leaders qui souhaitent avoir des coachings de suivi, qui veulent s'inscrire à des formations et nous nous en réjouissons. Et c'est la preuve qu'en pratiquement près de 2 ans, n'est-ce pas, d'initiatives citoyennes et des leaders sans frontières, aujourd'hui, ce que je note, c'est que beaucoup de leaders commencent à orienter leur vie ou alors leur carrière professionnelle, je dirais, dans la meilleure direction. Et donc, je voudrais en tout cas vous dire merci au nom de l'ensemble de tous les leaders qui nous suivent depuis le début. Nous vous disons merci et nous vous invitons, comme M. Tano vient de le signifier, nous vous invitons à partager, n'est-ce pas, la session pour permettre à un plus grand nombre, n'est-ce pas, de leaders de pouvoir également nous suivre et de recevoir les outils qui leur permettent non seulement de construire leur aventure entrepreneuriale dans les meilleures conditions, mais également, pourquoi pas, de construire leur carrière professionnelle dans de meilleures conditions également. Alors je voudrais vous demander en tout cas de vous asseoir confortablement, puisque nous allons décoller pour mettre fin à ce thème. Comment donc savoir effectuer des investissements rentables et durables. Et ce thème prendra fin aujourd'hui et d'ailleurs nous allons donner l'occasion à un certain nombre de nos leaders qui ont des préoccupations spécifiques de pouvoir les exposer en ligne et nous ferons nos meilleurs efforts pour pouvoir y répondre. Alors je vous dis merci, merci pour votre fidélité, merci pour votre loyauté. Comme vous avez pu le constater, les 2 semaines passées, nous avons fait des rediffusions des sessions passées et je peux vous assurer que c'est maintenant que nous allons achever ce thème aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ces thèmes restent en ligne pour vous permettre de pouvoir les réécouter à plusieurs reprises parce que vous savez, la répétition étant pédagogique, il est important pour tous les leaders et cela je vous le recommande vivement et de pouvoir régulièrement, lorsque vous avez le temps, revenir sur les sessions, prendre les notes, noter vos préoccupations, de sorte que les sessions prochaines vous puissiez les soumettre, n'est-ce pas, à nos équipes de support technique et que nous puissions, pourquoi pas, et lorsque le temps qui nous est imparti nous le permet, que nous puissions bien évidemment répondre à ces préoccupations spécifiques, puisque là, ça nous donne l'occasion de faire un peu du coaching et de l'accompagnement plus ou moins personnalisé. Et je crois que ces préoccupations aideront également un ensemble de leaders qui ont les mêmes préoccupations également à recevoir des réponses à leurs préoccupations. Alors je voudrais vous dire merci et je voudrais donc vous inviter à partager massivement dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook, sur la plupart des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes connectés, pour permettre à tout votre entourage de pouvoir se connecter et de nous suivre. Ces formations sont entièrement gratuites. C'est une initiative de type citoyen pour permettre à l'ensemble de la jeunesse, non seulement ivoirienne, mais également africaine, et aussi à tous nos frères et sœurs et nos frères qui sont à la diaspora, et qui essaient souvent d'entreprendre, mais qui ont du mal à réussir. Parce que si vous savez la plupart des échecs que le monde de la diaspora malheureusement expérimente, parce que vous savez la difficulté par exemple d'entreprendre à distance, déjà lorsque vous êtes présent, cela n'est pas évident. À plus forte raison lorsque vous devez être situé à des milliers de kilomètres. Alors ça sera aussi l'objet d'une masterclass et où nous allons par exemple permettre à ceux qui sont à distance, à nos frères qui sont à la diaspora, ce sera de comment entreprendre et réussir
tout en étant en dehors, n'est-ce pas, de son pays. Ça fera l'objet d'une masterclass pour permettre, n'est-ce pas, à l'ensemble de nos leaders et de pouvoir être édifiés davantage. Alors je vous souhaite la bienvenue et je voudrais vous exprimer notre gratitude et pour votre fidélité, et je peux vous assurer qu'avec la grâce de Dieu, que cette formation puisse vous donner des outils, des approches, des éléments consistants au regard de nos 15-16 années d'expérience dans l'entrepreneuriat, des échecs que nous avons connus mais également des succès, des erreurs que nous avons commises mais également des choix qui nous ont permis à un moment donné peut-être de réaliser certaines choses. Au regard de tout ceci, nous avons estimé nécessaire et d'apporter notre pierre à l'édifice pour permettre à tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, à tous ceux qui veulent construire une carrière professionnelle, à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, manifester leur leadership, qui a du mal à être manifesté, nous voulons vous permettre, à travers donc ces sessions et ces thèmes savamment choisis, orchestrés, n'est-ce pas, vous permettre d'avoir les outils qui vous permettent, n'est-ce pas, de mieux construire vos objectifs de vie. Je les appelle les objectifs de vie. Vous savez, quelque part, il est écrit qu'on a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Les ténèbres ici, c'est la symbolique de l'ignorance. Les ténèbres ici, c'est la symbolique des erreurs quotidiennes. Voyez, et la lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est l'orientation qui permettent, par des voies éclairées de sagesse et de bon sens, de mieux construire sa vie sans qu'on ait à retourner en rond. À tourner en rond et à ressasser le passé et à commettre les mêmes erreurs. C'est la raison pour laquelle, autant que faire se peut et aussi longtemps, le ciel vous donnera le souffle de vie, mes chers leaders, avec l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne et avec vos bénédictions, nous ferons ce devoir de vous accompagner régulièrement, pour vous donner les outils nécessaires à la construction de votre leadership mais également de vos projets. Alors, le thème que nous traitons, et je l'ai déjà mentionné, c'est savoir effectuer des investissements durables, mais également rentables. Et nous vous avons exposé déjà ce que je pourrais dire en résumé des investissements plus ou moins matériels. Et nous vous avons déjà donné plusieurs approches, plusieurs chemins, n'est-ce pas, en termes d'investissement. Et nous vous avons par exemple évoqué le cas des investissements dits de court terme. Les investissements qu'on pourrait nommer de moyen terme et également les investissements qu'on pourrait qualifier de long terme. Alors mes chers leaders, nous vous avons également partagé certaines approches, que ce soit la possibilité pour vous, n'est-ce pas, d'investir dans une œuvre qui n'a pas encore pris de la valeur, mais à laquelle vous soupçonnez par exemple une opportunité à laquelle vous soupçonnez beaucoup de potentiel. Mais également de pouvoir investir dans une opportunité qui a pris de la valeur mais qui a un caractère stratégique également. Nous vous avons exposé un certain nombre d'approches qui, de notre point de vue, devra vous permettre, chers leaders, d'avoir les outils nécessaires et de savoir exactement les ressources dont vous disposez, quelle est la répartition dont vous devez faire, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit d'investir ou alors de prendre des risques. Voyez, donc cela vous donne de comprendre clairement aujourd'hui qu'il y a des investissements, par exemple, à court terme, pour lesquels vous avez besoin de vivre au jour le jour. Par contre, vous devez également identifier des investissements à moyen terme, mais et surtout des investissements à long terme, parce que ces investissements-là, généralement, vous coûtent un peu plus de temps, un peu plus cher, mais c'est ces investissements qui vous permettent de construire une vie de liberté. Voyez, donc aujourd'hui, pour clôturer ce thème, pour clore ce thème, ce que je voudrais vous proposer ici, c'est plus ou moins des investissements à caractère immatériel, mais qui constituent également des fondements d'une vie entrepreneuriale qui puisse réussir si nous d'une vie construite dans la sagesse et qui puisse nous garantir un succès durable. Et le premier élément que je voudrais vous proposer aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent entreprendre ou alors qui veulent construire une carrière professionnelle et la vie tout court, mes chers leaders, c'est de développer profondément une mentalité et un sens tiré vers l'innovation. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas violer et croire que vous allez réussir sur le long terme. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des grandes entreprises, l'on parle de recherche et développement, R&D. L'objectif de tous ces départements, c'est quoi? Bien évidemment, c'est de pouvoir permettre de faire des recherches sur les besoins et de vos cibles clientèles,
soit des cibles potentielles ou des niches de marché, mais également peut-être d'autres territoires qu'on n'a pas encore conquis. Donc il est important, mes chers leaders, pour qui aspirent, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat, à la construction d'une vie professionnelle, ou à la manifestation du leadership concret, pour qui aspirent, n'est-ce pas, à une telle réalité, de développer une mentalité profondément tirée vers l'innovation. Et je voudrais vous donner quelques outils qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est que l'innovation. Et c'est un investissement qui vous prend du temps. Et ça, je peux vous le garantir. Parce qu'au moment où vous voulez innover, généralement, vous n'avez pas de produit à vendre. Et donc, cela peut paraître comme un investissement à perte. Voyez, parce que l'innovation requiert que l'on soit patient. C'est la raison pour laquelle l'une des vertus par lesquelles l'on peut innover, et l'une des vertus que vous devez développer pour apprendre à innover, c'est la patience. La patience, c'est une vertu importante que tous ceux qui aspirent au leadership doivent développer dans la vie. Si vous voulez innover dans la vie, vous devez développer un esprit de patience. Cela est fondamental. Malheureusement, nous sommes habitués au cœur d'une société multimédia et hyper médiatisée où nous avons cette tendance à être poussés à obtenir des résultats immédiats. Donc, sans qu'on le sache ou alors sans qu'on le veuille, notre mentalité et notre esprit a été façonné en vue d'exiger des résultats immédiats. Autrement dit, nous sommes une société aujourd'hui, en ce temps du XXIe siècle, qui a été formatée en vue d'obtenir des résultats urgents et immédiats. Conséquence, cela détruit en nous la capacité à patienter, la capacité à obtenir les choses sur le long terme. Et pourtant, sans l'innovation, votre futur est hypothéqué. Sans la capacité à anticiper les besoins du futur et à trouver les solutions qui y répondent à partir d'aujourd'hui, il est tout à fait clair que vous hypothéquez d'office votre avenir. D'où la nécessité pour qui veut investir et réussir sur le long terme de développer une mentalité orientée sur l'innovation. Et comme je vous l'ai dit, l'innovation peut s'obtenir à travers ce qu'on appelle les lois de recherche et développement. Mais également, je vous recommande quelque chose. Puisque nous sommes dans une société orientée vers, n'est-ce pas, l'immédiateté, et que beaucoup de personnes aujourd'hui ont cette tendance à innover. Prenez la plupart des pays, voyez ce qu'on appelle les dragons d'Asie du Sud-Est, vous allez vous rendre compte que ce sont des pays, par exemple, qui ont fait le choix des sciences. Et aujourd'hui, ces pays-là sont devenus des pays extrêmement innovants en matière technologique, en matière agricole, en matière spatiale et dans bien des domaines. Alors, j'ai observé la vie et je me suis rendu compte d'une loi qui est inscrite quelque part et cela me donne d'avancer dans la vie sans trop perdre de temps et surtout en investissant à moindre coût. Alors mes chers leaders, écoutez-moi bien. Quelque part il est écrit, celui qui bénit tant sera béni. Celui qui bénit Abraham sera béni. Je suis allé observer cette parole et j'en ai tiré des leçons pour ma propre vie. Celui qui bénit sera béni me dit quoi? Cela voudrait dire que tu dois développer une mentalité pour identifier les gens qui savent innover dans la vie. Cela voudrait dire que tu dois être capable, lorsque tu vas sur Google, lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, lorsque tu voyages, de regarder autour de toi. Quels sont les acteurs de ton domaine qui ont développé une mentalité et une approche fondée sur l'innovation? Et tu dois apprendre à bâtir des partenariats stratégiques avec de tels acteurs. Parce que tu sais que chaque 3 ans, ils vont sortir une nouvelle technologie ou alors une nouvelle façon de faire. Et donc, il suffit de se coller à une telle structure, à une telle organisation pour que tu puisses prospérer rapidement. Et quand tu seras grand, toi aussi tu vas devenir source de bénédiction puisque tu pourras maintenant aussi avoir les ressources nécessaires
pour investir, de sorte que d'autres puissent s'inspirer de toi et travailler avec toi également pour prospérer. Ça devient une chaîne. Alors, ce que je constate, mes chers leaders, c'est la possibilité pour vous d'identifier autour de vous dans votre domaine d'activité. Quelles sont les personnes qui ont cette tendance à innover et à créer et à pouvoir vous connecter également à ces structures ou à ces personnes? Je voudrais vous dire une chose. Nous sommes la moyenne de ceux que nous côtoyons dans la vie. Je répète, nous sommes la moyenne. Je pourrais même dire le résultat des personnes que nous côtoyons dans la vie. Puisque quelque part il est dit qui s'assemblent se ressemblent. Ou alors les oiseaux de même plumage marchent ensemble également. Cela voudrait dire quoi? Tu ne peux pas dire que tu es un entrepreneur qui veut réussir. Ou alors quelqu'un qui travaille, qui veut construire sa carrière professionnelle et qui n'a pas cette tendance à chercher à marcher avec des personnes qui ont une culture d'innovation. Une culture d'innovation. Notez cela. Cela vous permet de racheter le temps. Ça c'est un. Cela vous permet d'optimiser vos ressources. Parce que si c'est vous-même qui devrez créer l'idée ou alors le produit, imaginez-vous ce que cela vous aurait coûté. Et de deux, cela va vous éviter le risque potentiel de perdre une idée que vous aurez créée. Parce que ne vous y trompez pas. Dans le domaine industriel, par exemple, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de brevets qui font l'objet de vols, qui font l'objet de fraudes. Et donc, le temps que vous devez innover et créer vous-même, si vous n'avez pas les ressources, parce qu'une chose, c'est de faire la recherche et le développement, mais une autre, c'est de pouvoir la vendre après. Mais si au moment de déployer, personne ne croit en votre technologie, et vous êtes en train de passer dans tout investisseur pour présenter chez tout investisseur, pendant ce temps, votre idée est connue, votre savoir-faire est connu, et d'autres personnes, si ces personnes sont malhonnêtes, mais elles vont s'approprier votre idée, et si elles ont les ressources, ces personnes vont faire l'investissement et vous voler vos idées. Donc, il y a toujours un risque en matière d'innovation. D'où la nécessité d'identifier, par exemple, une organisation, une personne qui a un esprit créatif. Et même l'une des meilleures façons d'innover, c'est quoi? Et ça, c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs. Souvent, lorsque vous recrutez des jeunes, ne recrutez pas simplement des personnes parce que ces personnes sont expérimentées. Moi, par exemple, souvent, je regarde des profils professionnels. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites l'interview, par exemple, d'un candidat au recrutement, généralement, mes chers leaders, vous allez vous rendre compte que le jeune homme que vous écoutez, mais il a une tendance de prise de risque et de créativité. C'est-à-dire qu'il a un esprit créatif. Donc, peut-être que vous l'avez appelé à l'interview en vue de lui conférer un poste. Parce qu'il y a un profil d'emploi qui est disponible chez vous. Mais vous allez vous rendre compte que ce jeune homme, mais il n'est pas simple. Il a un esprit créatif. Il est inventif. Il aime inventer. Alors, en ce moment précis, vous arrêtez tout de suite. C'est pour cela que ça demande beaucoup de flexibilité, d'agilité, pour pouvoir identifier les hommes et regarder au-delà de l'homme. Tout de suite, vous allez dire, waouh, est-ce qu'on peut suspendre l'interview? Tu peux même déplacer les jeunes hommes dans une salle de réunion quelque part. Et tu vas débriefer avec ton équipe, tu dis non. Ces jeunes hommes, je pense qu'on devrait les recruter pour tel poste. Mais je pense qu'il serait beaucoup plus utile dans notre département R&D. Parce qu'il a un esprit créatif. Et en ce moment-là, vous le faites venir et vous changez d'approche systématiquement. Et quelque part, peut-être que vous, père, au lieu que vous allez chercher à innover, ne serait-ce qu'en identifiant quelqu'un qui a l'esprit créatif, alors ça vous donne d'introduire au sein de votre organisation un jeune homme qui, lui, sera réellement bénéfique pour le développement de vos activités. Parce que c'est quelqu'un qui ne se contente pas de « j'ai déjà vu, c'est comme ça on fait ». Non, lui, il aime bousculer le protocole établi, il aime bousculer les règles établies, il est créatif, il veut que les choses changent et que les choses s'améliorent. Voici un potentiel que vous pouvez recruter. Et c'est une manière d'innover. Donc, ça devient un emploi stratégique. Ce jeune homme, vous ne le recrutez pas simplement parce qu'il fera le développement, mais parce que vous avez vu en lui un esprit de créativité. C'est cela l'innovation. Et cela est extrêmement important
de savoir exactement que l'une des façons les plus sûres, mes chers leaders, d'investir sur le long terme et de réussir, c'est de vous engager dans une vie et dans un esprit, dans une culture orientée sur la créativité, sur l'innovation. Et ceci doit être une culture permanente que vous devez développer et que vous devez avoir à l'œil. Le deuxième élément, je pourrais dire, est investissement immatériel que je voudrais vous proposer rapidement. Mes chers leaders, et qui est immortel, c'est l'investissement dans les relations humaines. Je l'ai déjà dit ici dans une de mes sessions de masterclass, mais je reviens dessus. Investir stratégiquement dans les relations humaines. Souvent, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, monsieur, bon, vous savez, je connais telle personne, je connais telle personnalité, je connais telle personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque l'individu parle, je l'écoute. Et quand l'individu finit de parler, je regarde sa vie et je fais le parallèle avec les personnes qu'il est censé connaître. Et en même temps, je tire une conclusion. Si tu me dis que tu connais le président de la République et que ta vie est là où tu es, c'est la preuve que tu mens. Tu l'as connu de passage, mais tu ne le connais pas. Si tu me dis, ton ami est Bill Gates, et puis tu n'es pas capable d'avoir 10 000 francs par mois pour vivre, voire 10 000 $, ça c'est la preuve qu'en réalité tu as connu Bill Gates dans une cérémonie. Mais peut-être que Bill Gates n'a jamais été ton ami. Parce que je vous ai dit, nous sommes la moyenne de ceux que nous côtoyons dans la vie. S'il y a un investissement dans lequel vous devez réaliser dans la vie et qui est immortel, laissez-moi vous le dire, c'est l'investissement dans les relations humaines. J'ai vu beaucoup de personnes exister sur Terre en engageant leur existence dans une vie de cupidité et prête à tout en vue d'accumuler beaucoup de matériel. Et je crois que c'est un peu la vie de l'homme appelé d'insensé qu'on a évoqué dans les Saintes Écritures. Il a dit à son âme, mon âme, aujourd'hui tu peux te reposer. Maintenant tu as tout pour vivre. Alors dors, mange, fais-toi et vis. C'est-à-dire de son existence sur terre. Voilà un homme qui a vécu, mais il n'a jamais développé une relation avec le surnaturel qui donne la vie. Et il croyait que sa sécurité et sa vie étaient dans ses biens matériels. Mais en une nuit, il a tout perdu parce qu'il voulait retirer son âme. Alors, quelque part, j'ai arrivé à une conclusion dans la vie, mes chers leaders. Il est écrit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, mais en même temps, on dit tu aimeras ton prochain. Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer n'est pas juste une phrase pour dire j'aime. Derrière la symbolique du verbe aimer ici, c'est la symbolique d'une réalité aux formes multiples. Cela voudrait dire que tu dois investir dans tes relations avec Dieu. Mais si tu veux réussir sur la terre des hommes, au fils des hommes, Dieu a donné la terre. Parce que quand tu tombes malade et puis tu vas à l'hôpital, les anges ne descendent pas pour soigner quelqu'un. Ta maison ne se déplace pas pour aller te soigner. Ton argent ne quitte pas le compte bancaire, c'est des êtres humains qui sont à l'école qui vont te soigner. Cela voudrait dire quoi? Que aimer ton prochain veut dire investir sagement et intelligemment dans des relations stratégiques qui doivent être la réalité, les sources de ta prospérité sur terre. Malheureusement, je regarde beaucoup de jeunes gens et beaucoup de personnes. Et je suis rendu compte que pourquoi ces personnes, leur succès ne dure pas dans la vie. Et pourquoi ces personnes ont des succès éphémères et des succès qui finissent dans le chaos. Dans la vie, ce n'est pas que tu ne vas pas connaître de problèmes ni de difficultés. Mais qui va te sortir des difficultés? Voici la différence. Mes amis, laissez-moi vous expliquer la nature et l'importance des relations humaines pour qu'à partir d'aujourd'hui, une bonne fois pour tout, pour changer d'opinion sur tout ce qui est important dans la vie. Joseph était en relation avec Potiphar. Cette relation se passait bien, Joseph était en paix. Il était même promu. Mais dès lors que Joseph a été disqualifié devant Potiphar, cette disqualification l'a conduit dans la prison. Et de cette même prison, Joseph s'est retrouvé en relation avec Pharaon. Cette bonne relation profitable a permis à Joseph, de son état de prisonnier, à se retrouver à diriger l'Égypte, qui était le pays le plus puissant
à cette époque de l'humanité. Regardez la puissance des relations humaines. La reine Vashti, dans les Écritures, était reine du roi en vertu de sa relation avec le roi. Ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle n'était pas reine parce qu'elle est roi, mais parce qu'elle était mariée au roi. Relation encore. Et le roi l'invite à une cérémonie, elle désobéit. Et elle a été disqualifiée, elle est tombée. Regardez. Mais la petite pauvre villageoise Esther, à cause de sa relation avec le même roi, elle est montée au statut de reine à Babylone. Prenez note s'il vous plaît. Quand vous allez comprendre cette réalité sur la terre des hommes, vous allez commencer souvent à arranger un peu le diplôme de côté un peu. Hein? Parce que beaucoup de personnes sont gonflées de leur savoir intellectuel uniquement. Et il est surpris de pourquoi, malgré que seulement je connais, on m'a laissé pour prendre le poste pour donner à quelqu'un d'autre. Et je voudrais rappeler un fait pour aider beaucoup de leaders qui me suivent à le noter une bonne fois pour toutes. Les relations humaines ne se maintiennent pas par elles-mêmes, elles s'entretiennent par un investissement quotidien. Beaucoup de personnes de la vie pensent que parce que j'ai travaillé avec quelqu'un il y a 10 ans, on ne s'est pas vu. Si aujourd'hui je le sollicite, la personne va intervenir pour me donner. Ce n'est pas vrai aussi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui disparaissent de ta vie pendant 15-20 ans. Et un jour, subitement, ils apparaissent pour demander une aide. Que quelqu'un qui te côtoie toujours demande. Entre les deux, je vais donner à qui? Les relations humaines s'entretiennent par un investissement, par le principe de la solidarité, de la charité et de la réciprocité. Il y a beaucoup de personnes qui sont des parasites dans une relation parce qu'elles n'apportent rien du tout. Pour qu'une relation subsiste, il faut 2 ou 3 choses. Il faut la tolérance. Tu ne peux pas développer une relation dans la vie si tu n'es pas tolérant. Ça, c'est 1. Surtout quand elle est stratégique pour ta destinée. De 2, une relation, elle se maintient, elle s'entretient, elle existe parce qu'on y investit par le principe de la solidarité mutuelle. Laquelle solidarité peut prendre la forme d'entraide, de soutien, de partage, voyez, de conseil, dans les moments difficiles comme dans les moments joyeux de la vie. Et je voudrais que vous le sachiez une bonne fois pour toutes. Souvent, ce n'est pas forcément parce que les démons sur la terre des hommes sont puissants que beaucoup de personnes échouent. C'est parce qu'il y a des personnes qui mènent une vie dans laquelle ils n'investissent aucune relation humaine sur cette terre des hommes. Là, nous sommes en fin d'année. Il y a des personnes qui font un budget pour recevoir d'autres personnes. Et regardez la calamité d'une telle vie. C'est-à-dire, novembre, décembre, tu as fait un programme que tu vas recevoir des cadeaux d'au moins 20 personnes. Mais dans ce programme, tu n'as même pas prévu 2 cadeaux, c'est-à-dire deux personnes à qui tu vas faire des présents. Mes amis, ça c'est une vie déjà qui est programmée à l'échec. Parce que c'est celui qui donne qui reçoit. Écoutez-moi bien. L'ami qui donne, c'est elle qui reçoit. Si tu as bâti une vie de recevoir, je suis désolé d'être cruel, tu resteras mendiant toute la vie. Les relations humaines qui se maintiennent, c'est des relations où les acteurs de ces relations partagent mutuellement. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a compris ce principe dans la vie, il n'acceptera pas que tu lui fasses un cadeau sans qu'il y réagisse. Pourquoi la plupart des grands hommes, on les appelle grands dans la vie? Quand le président de la République arrive dans un village, pourquoi les villageois, souvent qui n'ont pas grand moyen, sont prêts à aller payer un bœuf pour lui offrir? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que le président après va faire promesse d'envoyer une route ou de construire une école. Il y a un principe dans la vie. C'est celui qui sème. C'est celui-là qui est légitime à récolter. Il y a des personnes qui ne font même pas dans la vie d'un jeune homme dans ton quartier aujourd'hui. C'est-à-dire que toute ta vie, c'est autour de toi, tes enfants, madame, tes enfants et toi seul. Il n'y a même pas un jeune dans l'entreprise où tu travailles que tu formes pour qu'il puisse avancer dans la vie. Pour qu'il ait la mémoire qu'un jour tu l'as aidé. Peut-être que c'est le futur PDG de la société qui est là. Quand il est rentré comme stagiaire, tout le souvenir qu'il a de toi, c'est que tous les midis, lui, ça va payer ta nourriture pour venir. Il n'a jamais eu souvenir de ce que tu l'as fait à soi pour le former. Et un jour, le nom PDG, et puis tu vas dire, nous, c'est un autre bon petit.
Mais il n'a jamais été tout bon petit. Il a la mémoire d'un homme méchant. Pour lui, tu as été méchant. Donc, il ne te connaît pas. Ce que je vous dis là, je demande que les gens prennent note sur ça. Parce que souvent, les questions de succès, ce n'est pas seulement que tu as un bon produit, tu veux beaucoup de bruit, beaucoup de publicité. C'est bon, hein? Mais s'il vous plaît, arrêtez ça, mettez ça de côté. Après, ça va venir. Mais je vous donne les fondements réels de la vie, peut-être qu'ils ne sont pas enseignés dans l'école. Parce que la vie réelle, elle n'est pas forcément intellectuelle. Il y a la science intellectuelle et puis il y a la science de la vie. C'est ce qu'on appelle la sagesse de la vie. L'école de la vie est le protocole de la vie. Chaque jour, beaucoup de personnes violent le protocole de la vie et les personnes estiment attendre un succès qui ne vient pas. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de bons janvier et bonne année. Et quand on regarde là, la vie et le résultat qu'on produit, on voit que le bon année n'a pas été exaucé. Parce qu'on n'a pas posé les actes qu'il fallait. C'est ça la vérité. Tu as un oncle qui est peut-être né, qui vient d'être nommé et élu maire dans une ville. Ah, mes amis, à sa campagne même, il ne t'a pas vu là-bas. Peut-être même tu priais Dieu qu'il échoue. Et quelques temps après, tu dis nous n'a qu'à te donner travail. Quand il battait campagne, tu as disparu. Tu n'as même pas investi pour aller moins soulever peut-être un de ces postes-là pour coller pour qu'il te voit. Tu as disparu. Ah, tonton est maire et puis il ne nous donne pas travail à la mairie là-bas. Pourquoi il n'a qu'à te donner travail? C'est ce petit-là qui est investi dans sa campagne-là, il va donner le travail. Mes amis, il y a quand même des lois naturelles, non? Ou bien tu penses que parce que tu es né du même sang que lui, donc c'est légitime qu'il te donne. Ce n'est pas vrai. Laissez-moi vous donner une vérité. Écoutez, on dit je suis à la porte de ton cœur, je frappe, si tu ouvres, j'entre. Ça veut dire que la proximité avec quelqu'un ne veut pas dire que la porte du cœur de la personne est ouverte. Faut prendre note. Le fait que tu sois né de même famille ou bien tu es proche de quelqu'un, la porte de son cœur peut s'ouvrir pour un Chinois pour te laisser, toi qui vis dans la même maison que lui. Parce que le Chinois l'a honoré. Il y a des personnes qui ne savent pas honorer les gens. Il y a des personnes qui ne savent pas donner aux gens. Or, ça, c'est des armes par lesquelles on ouvre les portes de cœur des hommes. Et tu n'investis en rien. Et tu veux construire une société qui réussit. Tu veux construire une carrière qui réussit. Mais c'est une grande illusion. C'est une grosse illusion de la vie. Mes chers leaders, vous comprenez, il y a des lois qui gouvernent la vie. Et parmi ces lois, il y a les lois fondées sur la gestion des relations humaines. Et ça, c'est inviolable. C'est inviolable. Et donner n'est pas toujours matériel, je vous le dis ici. Tu es par exemple un jeune, tu veux entreprendre, tu n'as pas les moyens. Mais tu as un tonton de quartier qui insulte toujours ses enfants. Oh, toi, tu es bête en mathématiques. Mais toi, tu as fait bac D, bac C. Tu entends le tonton insulter ses enfants. Et puis toi, tu t'associes à tes amis pour se moquer de tonton. Ah, le tonton là, il dit il a l'argent, mais ses enfants sont bêtes. Et puis vous vous moquez. Et vous voyez que les années par vos vies n'avancent pas collectivement dans le quartier. Mais pourquoi tu ne vas pas voir le tonton pour dire tonton, moi j'ai bac en maths physique. Vraiment, tes enfants là, ce sont mes neveux. Moi, je vais venir les enseigner tous les soirs et relever leur niveau en mathématiques. Je vous dis une chose. Hier, j'étais en train de dire à mon épouse, j'ai dit, tu sais, chérie, je regardais la vie sur terre et j'ai compris une chose. L'échec de beaucoup de personnes sur terre, c'est lié à leur état de cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de talents, beaucoup de compétences, ils échouent. Parce que souvent, les gens n'ont pas un bon cœur. Ils se réjouissent trop du mal des autres. Et ça bloque. Et le tonton sait. Et tu te lèves comme ça, tonton, j'ai mon CV. Hein? Quel CV? Il dit, mais de quoi tu parles? What are you talking about? Il est préoccupé par l'avenir de ses enfants, il l'énerve même. Et pourtant, si tu venais chaque soir montrer les mathématiques à ses enfants, et il te voit venir de l'école, il voit le soir, il vient du travail, tu es en train d'enseigner algèbre à ses enfants, factorisation à ses enfants. Mais le tonton va dire quoi? Ah, petit, mon petit, ça va, oui. Tu as fait quoi même? Tu as fait quelle étude? Tonton, j'ai fait tant. D'accord, prépare ton CV, il faut me donner. Mes amis, je vous dis la vérité. J'ai été à Accra il y a pratiquement un mois. Et il y a un jeune qui me conduisait. Parce que j'ai reçu des partenaires américains qui étaient venus à Accra que je suis allé rencontrer. C'est un jeune Ghanéen. Il me conduisait pendant 3 jours, 4 jours.
Mais le jeune est tellement humble. Tu sais, si Ghanéen, tu ne fais pas attention, tu vas couper même tes pantalons pour vendre pour donner à Ghanéen. Il s'appelle Daddy. Papa, Daddy. Non. Il se brise même. Le jeune, là, après, je l'écoutais. Chaque soir comme ça, je donne 20 000. Mais quand tu convertis en CD là-bas, regarde. Ah! Et le jeune homme a commencé à s'ouvrir à moi. À l'heure où je vous parle, je viens de le recruter comme mon chauffeur. Il va venir la semaine prochaine pour me conduire ici à Abidjan. Je vous dis la vérité. Il est resté en contact avec moi. Je l'ai envoyé à un de mes amis qui prie pour moi pour qu'il l'écoute. Je viens de le recruter. Je vous dis la vérité. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire. Il faut prendre notre. Parce que le jeune m'a servi et j'ai vu son humilité dans le service, ça m'a brisé. Ce que j'ai recherché, ce n'était pas quelqu'un qui s'est attrapé volant. Je cherche quelque chose d'autre dans l'homme. Et tout leader a la recherche de quelque chose d'autre au-delà de ton diplôme. À un moment donné, quand il s'agit de l'élévation, dans la cour de Pharaon, écoutez-moi bien, il y avait beaucoup de personnes expérimentées qui ont grandi et nées avec Pharaon. Il faut prendre note. Mais Joseph avait quelque chose que personne n'avait. Pharaon les a tous laissés parce que son royaume était exposé à des risques. Il dit, moi j'ai créé primature. Il n'y avait pas primature en Égypte. Et je te nomme comme gouverneur. À part la couronne, c'est toi qui règnes sur tout. Il a laissé ses vieux amis. Et tous sont obligés de coopérer sous l'autorité de Joseph. C'est déjà un message. Tu n'apportes rien dans la vie de quelqu'un et tu veux la grande place. En vertu de quelle loi? C'est écrit où? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans nos familles et dans notre entourage. Parce qu'on a développé une mentalité de recevoir que de donner. Et finalement, ça nous rend aigris. Lorsque d'autres personnes, peut-être qu'ils aidaient le petit à côté, ils n'étaient pas là. Et il y a des personnes dans la vie aussi qui sont ingrats. C'est-à-dire que tout ce que tu leur donnes, ils ne sont jamais satisfaits pour reconnaître que tu t'es dépouillé. Ces personnes ne sont jamais satisfaites de ce qu'on fait pour eux dans la vie. C'est pour cela qu'il faut développer aussi une mentalité de gratitude. Tu veux qu'une relation demeure dans la vie? Et quelqu'un t'a envoyé aujourd'hui 20 000. Tu lui envoies un message, merci. Demain, il t'a envoyé 30 000, tu dis merci. Tu ne prends même pas le temps de l'appeler. Ah, tonton, ou bien grand frère ou monsieur, vraiment, je ne sais pas dans quel mot je vais vous remercier sincèrement. Vraiment, ce que vous faites pour moi là, seul Dieu. Pour qu'il sache au moins que du plus profond de ton âme, tu as la gratitude. Parce que vous êtes sortis du même ventre, tu penses que ça l'oblige à s'occuper de toi. Et tu es arrogant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu vois que ton frère là, il a du mal à s'occuper de toi, non? Il faut prendre note de ce que j'ai dit. Regarde bien haut. Et il donne à ces petits qui le suivent. Tu sais pourquoi? Parce que ces petits ne les traitent pas comme les grands frères. Il l'honore pour ce que sa vie est. Quand ton frère passait ses décapis à l'école, peut-être toi tu étais en train de jouer, puis aujourd'hui tu as échoué. S'il te donne son argent là, sache que c'est le fruit d'un sacrifice consenti. En principe, ce n'était pas celui qui est censé s'occuper de toi. C'est tes parents qui t'ont mis au monde. S'il joue le rôle de père, tu ne lui reconnais même pas. Tu es en rébellion totale et tu attends qu'il te donne. Et après, tu vas aller gâter son nom. Non, mon frère ne fait rien pour moi. Mais regarde, examine ton cœur. Est-ce que ton cœur même là, c'est pas ça qui a fermé la porte à la générosité de ton frère? Déjà, les paroles que quelqu'un entend aujourd'hui dans cette masterclass, c'est déjà une délivrance pour quelqu'un. Tu n'as même pas besoin d'aller faire retraite déjà. C'est la vérité. Il y a des choses que nous violons chaque jour. Et là, je le dis collectivement à tout Africain qui m'écoute. Parce que nous, généralement en Afrique, dans nos familles, lorsqu'on réussit, par loi de solidarité et de familiale, on a cette obligation morale de nous occuper de nos frères et sœurs. Mais on a la tendance et l'impression que nos frères et sœurs prennent cela comme un droit. Et en retour, il n'y a pas signe de gratitude. Et les gens ne se battent même pas du tout pour sortir de leur situation. Et tu vas voir un seul frère qui travaille et il souffre. Et le gars, il souffre. Vous voyez, il ne peut même pas se développer. Et souvent, c'est frappé d'ingratitude. Et tu vois, quand c'est comme ça, ceux dont il s'occupe là, leur vie n'avance pas parce que c'est accompagné de malédictions. Parce que le gars, il souffre pour vous donner parce que vous n'êtes pas la gratitude. Je vous dis que non, mon frère, c'est parce qu'il a l'argent, il me parle mal. C'est pas parce qu'il a l'argent, il te parle mal. C'est parce qu'il voit les signes d'ingratitude en toi. Ce que j'ai dit là, beaucoup sont victimes de ça. Moi, je ne viens pas ici pour faire buzz. Parce que la réalité de la vie, ce n'est pas buzz. La vie ne se construit pas sur la base des tatas. Je vous dis la vérité. Mes chers leaders, tous ceux qui m'écoutent savent que ce que je dis là, c'est la vérité.
Et si tu commences aujourd'hui à réajuster ton comportement dans tes relations avec les gens, je te donne la garantie. Tu vas te rendre compte que beaucoup d'esprits vont commencer à fuir déjà. C'est-à-dire, si les gens t'ont donné en fin d'année, gloire à Dieu, mais toi commence à faire programme, qu'est-ce que je peux faire cette année? Tout n'est pas en don matériel. Cette année-là, vraiment j'ai expérimenté un temps de preuve, il y a telle personne qui m'a aidé. Je vais lui préparer un message spécial. Un message spécial pour lui exprimer ma gratitude. Ma gratitude. Je vais lui préparer un message spécial pour qu'il sache ce qu'il a fait pour moi tout au long de cette année. Mon frère a payé mes études. Vraiment, cette année-là, je vais préparer un message de bonne année qui va toucher son cœur pour qu'il sache que mon cœur reconnaît ce qu'il fait pour moi. Mais tu es préoccupé. Ah, tonton, le 31, je dois sortir avec mes amis. Tonton, vraiment, mon argent d'habit, il ne faut pas oublier. Grand frère, mon argent d'habit. C'est-à-dire que tu es dans des choses fallacieuses. Et il a le sentiment que tu es préoccupé seulement de ce qu'il te donne. Tu n'as même pas la gratitude de ce qu'il est pour toi. C'est-à-dire que comme si lui n'existait pas dans cette relation-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a beaucoup d'aînés frustrés. Il y a beaucoup d'oncles frustrés. Prenez note. Toujours, c'est les gens qui sont méchants. Mais si tu réexamines ta propre vie. Ce que je dis là, ça délivre déjà quelqu'un. Mes chers leaders, les relations humaines sont sensibles. Et s'il y a un investissement que tu dois faire le plus important de ta vie, je vous le dis, c'est d'investir dans tes relations. Il y a des personnes, par exemple, qui méprisent leurs enfants. Parce que l'enfant n'a pas de bonnes notes à l'école, tu dis non, toi tu es maudit, tu es idiot. Ce matin, par exemple, j'étais allé déposer mes enfants. Et il y a une dame qui disait, par exemple, à la surveillante de l'école, elle dit, ah, monsieur, prenez soin, suivez mon enfant, il est très bandit. Je l'ai arrêté, j'ai dit, non, madame, je suis parent d'élève. On ne dit pas à son enfant qu'il est bandit. Il faut dire, mon enfant était champion. Commence à changer ton discours sur ton enfant. Tu dis des propos qui vont faire que l'enfant va grandir bandit et il va te haïr un jour. Parce que quand il va réussir, il va dire, maman, tu m'avais programmé être bandit, aujourd'hui j'ai réussi. Tu es en train de préparer une fausse mémoire dans la tête de l'enfant. Ce matin, mes chers leaders, c'est vrai, la vie a ses défis, on ne peut pas le nier. Mais souvent, le protocole des règles qui régissent la vie, les gens sont pratiquement à 80% à la base de beaucoup d'échecs. De beaucoup d'échecs. Et pour résumer cette partie sur les relations humaines, laissez-moi encore revenir sur quelque chose qui, de mon point de vue, est important. Il y a des personnes qui prennent leur téléphone, tu vas trouver près de 1000 ou 2000 numéros. Mais dans ces 2000 numéros-là, il n'y a personne dans le pays, s'il a un problème, il peut appeler pour qu'on lui donne 20 000. C'est-à-dire que tu as des relations improductives. Je vais vous donner un conseil, mes chers leaders, ne prenez pas en mal. Moi, dans mes relations, tu vas trouver toute catégorie d'hommes. J'ai ONG pour les orphelines. Donc, ne t'en fais pas pour ça. Tous mes amis d'enfance au village, quand j'arrive là, on mange ensemble toujours. Ce n'est pas un souci pour moi. Mais mes amis, j'ai compris que la réalité de la vie et ton efficacité de la vie est à la merci des types de relations que tu entretiens. Ça aussi, c'est une vérité. Si Judas est ton ami, vous risquez de vous retrouver à la croix. C'est la vérité. Mais si Jésus est ton ami, je répète, si Jonas est avec toi comme ami, ton bateau là peut se noyer, tu peux perdre ton business. Mais si Jésus est ton ami et qu'il est dans ton bateau, même s'il y a tempête, tu vas être sauvé. Il faut prendre note de ce que j'ai dit. Si Jésus est ton ami, que tu es dans ton mot, tu as la possibilité de connaître aussi résurrection. Mes amis, la nature des personnes qu'on côtoie dans la vie détermine aussi notre destinée. Je veux que quelqu'un note ça en rouge. La nature des personnes qu'on côtoie sur la terre des hommes détermine en partie la destinée qu'on aura menée sur terre. Pas que Dieu nous a prédestiné à échouer, mais la nature du milieu et des personnes qu'on côtoie, à 80% peut vous conduire à l'échec comme au succès. Ça aussi, c'est une vérité irréfutable. Cela voudrait que dans la relation, dans la vie, là, il peut y avoir des relations générales, c'est-à-dire des personnes que tu rencontres tous les jours, vous sympathisez, vous côtoyez, et ça passe. Il y a des relations saisonnières, c'est-à-dire que tu es parti, par exemple, vivre chez quelqu'un, et peut-être que c'est pour que tu sois éduqué, apprendre des valeurs, ainsi de suite. Saisonnière, ça passe, un jour tu vas partir. Mais mes amis, il y a des relations de destinée.
Et généralement, là où il faut le plus investir dans la vie, c'est les relations de destinée. Ce que j'appelle les relations stratégiques. Il y a des gens qui n'investissent pas, par exemple, dans les enfants. Ils aiment se faire aimer au dehors. Il y a des gens qui n'investissent pas dans leur époux ni dans leur épouse. Ils préfèrent apprécier le mari de quelqu'un d'autre. Pendant que tu dis chaque jour que ton mari est bête et que ton mari ne peut pas avancer dans la vie. Investis en lui. Et je te donne rendez-vous dans 1 an. Tu vas voir quel homme Dieu t'a donné. Investis en ta femme. Tu vas voir dans 1 an quelle femme Dieu t'a donné. Il y a des gens qui n'investissent pas dans personne dans la vie. Relation de destinée. Il y a des personnes, écoutez-moi bien, pour être élevé dans la vie, mes amis, ce n'est pas magie. Hein. Il faut quelqu'un élevé qui t'élève. C'est-à-dire que si tu vis sur terre et que tu connais personne qui est élevé dans la vie, tu ne connaîtras jamais l'élévation. Joseph avait don d'interprétation des songes. Mais il faut Joseph pour qu'il soit élevé. Il faut Nabucodonosor pour que Daniel aussi soit élevé. Ce n'est pas prophétie seulement. C'est-à-dire que parce qu'il prophétise, il va être élevé. Ce n'est pas suffisant. Il y a des personnes sur terre qui ont des positions ici, papier. Et puis ça règle beaucoup de problèmes pour toi. Tu veux entreprendre. Tu veux construire une carrière professionnelle. Mon fils Eric peut témoigner. Mon seul coup de fil, un seul coup de fil que j'ai donné après qu'on a ouvert son bureau. Il doit y avoir des personnes dans ta vie. En cas de problème difficile dans la vie, ces personnes peuvent te tendre la main pour te sortir de là-haut. De par leur influence, de par leur position. Il y a aussi des personnes dans la vie qui, eux, ils n'ont pas la position ni l'influence. Mais eux, ils sont les bons petits des personnes influentes. Il ne faut jamais les mépriser. Ça peut être le gardien de l'entreprise. Peut-être que le directeur commercial de l'entreprise, il y a longtemps tu le suis, pour qu'il t'aide à entrer dans cette société, il ne peut pas. Mais le gardien est le bon petit du PDG. Mais quand tu arrives dans l'entreprise, c'est lui que tu méprises, tu ne le salues pas. Oh, peut-être c'est lui qui peut envoyer ton CV dans le bureau du PDG. Mais tu dis, lui, il n'est rien. Laisse-moi t'expliquer cette loi, ce que ça veut dire. Va demander à la petite servante, qui était la servante de la femme de Naaman, le général syrien. C'est la servante là qui a révélé l'existence du prophète Élisée pour sauver Naaman. Elle n'a pas le pouvoir, elle n'est pas la maîtresse de maison, mais elle connaît le prophète que la femme du général ne connaît pas. Hey, mes amis, mes amis, chers leaders, il y a des lois qui gouvernent la vie quand tu les comprends en réalité, c'est que tu es vraiment en train d'exister sur terre, sinon tu survis. C'est important, hein? C'est important de comprendre que le plus grand trésor d'un être humain, c'est pour ça que Dieu a dit tu aimeras Dieu. C'est-à-dire qu'il autorise que tu investisses dans deux choses qui sont infaillibles. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, puis de ce second, il a dit tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire tu investis dans tes relations avec le Créateur. Mais tu dois avoir à l'esprit que le deuxième investissement le plus lourd et le plus important dans lequel tu dois investir, c'est les relations humaines sur terre. Et elles sont infaillibles. Je vous dis la vérité, elles sont infaillibles. Chaque fois que je dois voyager pour aller à l'étranger, dans un pays européen, ma valise est remplie de tenues traditionnelles ivoiriennes, africaines, pour faire cadeau à mes amis occidentaux parce qu'ils aiment. Mais ça vient de m'ouvrir opportunité dans le domaine de l'art et des tenues traditionnelles à Miami, en Amérique. Parce que pendant des années, c'est ce que j'ai fait. Et Dieu a vu que souvent, je m'avais payé habits 200 000, des cadeaux, des présents. C'est dit au marché des arts de Trècheville. C'est-à-dire, comme on appelle Trècheville, non, c'est ça. Et au marché des arts de Cocody. Quand j'arrive comme ça, là, j'ai fait payer pour 250 000. J'ai rempli ma valise. Je vais en Arkansas, je donne à mes amis américains. À Miami, je donne. À New York, je donne. Dans un pays. Comment l'impôt même fonctionne, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu lui dis, mais quand tu dis c'est nous l'État, ça veut dire quoi? La personne ne peut plus parler. Pourquoi? Parce que there is a lack of culture. Il y a un manque, il y a une absence de culture. Tu veux être entrepreneur, tu n'es pas cultivé. Tu n'es pas cultivé. Toute guerre dans le monde, tu es dans l'émotion, tu insultes l'autre partie. Tu ne sais même pas qu'il y a des manipulations cachées derrière. Donc tu es toujours dans les trucs de masse et de buzz. Tu es emporté par tout ça devant. Mais comment tu peux réussir dans la vie? Parce que tu n'investis pas dans ta culture pour être stable face aux événements de la vie. Parce que derrière les crises, au lieu que tu vois malheur,
Quand tu es cultivé souvent derrière des malheurs, tu peux voir opportunité. C'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs et entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dans la vie. Parce que tous les malheurs ne conduisent pas simplement au chaos. Le malheur du Goliath a été l'occasion de la promotion de David. Donc il faut savoir de quel malheur tu parles. Si tu es dans le rang de l'armée d'Israël, c'est vraiment un malheur. Mais si tu as la mentalité de David, ce n'est pas un malheur. C'est une opportunité. Ça dépend de comment tu perçois la vie. Mais ça dépend aussi de comment tu as investi ton temps dans le désert. Parce que lui, David, il traitait avec les lions et l'ours. Pendant que ses frères n'avaient jamais affronté l'ours et le lion. Ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas investi leur vie de la même façon. Oh, mes chers leaders, je demande que quelqu'un perçoive le message de cette session aujourd'hui pour comprendre de quoi nous parlons en réalité. Je vous dis la vérité. L'investissement que tu fais de ton temps détermine plus ou moins les objectifs, sinon les résultats que tu auras produits dans ta vie. Parce que notre vie est une terre dans laquelle on investit. Et cette terre est manifestée par la notion de temps qui nous est donnée. Comment tu répartis ce temps? Avant, je répondais à toutes sortes de sollicitations, à toutes sortes de cérémonies, jusqu'à ce que je comprenne la gravité de cette réalité en lisant le livre d'un de mes amis, M. Seka Yassen, qui a écrit un livre intitulé « Tirer le meilleur de soi » et que je recommande à beaucoup de personnes. Et dans ce livre, il parle de la notion de temps. Et même il expose comment même aujourd'hui des visites inopinées chez toi peuvent détruire ta vie. Ou alors, même le téléphone mobile, une mauvaise exploitation peut te tuer. Comment tu peux t'asseoir pendant 2 heures, 3 heures pour suivre un buzz sur les réseaux sociaux? Comment quelqu'un peut s'asseoir de matin pour suivre Saloni à 6 heures, suivre pour Nollywood à midi, suivre pour Brésilien à 13 heures, suivre pour Indien à 20 heures, et se retrouver à être surpris de ce que sa vie là, ça n'avance pas. Mais ça, c'est pas une bénédiction. Tu peux suivre au moins un de ses films, c'est pas mauvais. Mais tu le suis, il n'y a même pas d'épisode qui a raté. Tu n'as jamais investi dans le livre de comment on gère un foyer. De, par exemple, tu peux aller sur Google, tu tapes comment une femme doit traiter son mari pour en faire un champion. Il y a des gens dans la vie qui ont un parcours qui ont écrit. Comment une femme doit éduquer ses enfants pour qu'ils deviennent des leaders charismatiques. Il y a des livres qui ont été écrits. Comment une femme doit devenir leader dans une nation. Il y a des livres qui sont écrits. Comment un homme peut construire son influence. Il y a des livres, il y a des gens qui en parlent. Mais tout ceci ne te dit rien et puis tu dis je vais être influent. Mais c'est là-bas de quoi? Dans l'ignorance, tu ne peux pas être influent. Dans l'ignorance, tu ne peux pas prospérer. Dans l'ignorance, tu ne peux pas réussir. Parce qu'il y a où il y a les ténèbres, le succès ne peut pas être évident. C'est dans la lumière que le succès se construit. Vous comprenez? C'est dans la connaissance. Il y a des personnes qui ne cherchent même pas un jour à aller s'asseoir avec des rois pour s'asseoir pour dire, mais écoutez, comment les royaumes fonctionnent? Expliquez-moi s'il vous plaît. Comment on accède au pouvoir? Je veux comprendre les notions de pouvoir. Parce que je sens que je suis appelé un jour à diriger une grande société. Donc il faut que je comprenne les questions de pouvoir, de hiérarchie, d'autorité. Car tes grands-pères, tu les traites tous de sorciers, c'est vrai. Mais ils ont une sagesse que tu peux aller apprendre. Ce qui a fait qu'il a marié ta grand-mère, il a fait 50 ans de mariage, il y a secret dedans, là-bas, c'est pas école. Et il y a des gens qui se marient 2 mois après, ils se divorcent. Ça veut dire que les règles de mariage, là, tu ne maîtrises pas, hein? Ça, c'est pas intellectuel. Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché, mais le vieux n'est pas là à l'école. Mais lui, il a gardé 2 femmes pendant 40 ans. Il maîtrise femme, il maîtrise mariage. Il a quelque chose à te donner, non, peut-être. C'est la culture. Je n'ai pas dit d'aller prendre 2 femmes. Déjà, avec nos épouses, on a des problèmes. Bon, maintenant, si tu en as la capacité, il n'y a pas de souci, chacun connaît ses reins. Ou bien? Bon. Oh, monsieur le leader, je vous aime beaucoup. Laissez des commentaires pour me dire que vous me suivez, s'il vous plaît. Au moins ceux qui sont connectés, je sais que beaucoup sont concentrés. Laissez-moi des commentaires pour laisser vos impressions et par rapport à la session de ce jour. Mais je voudrais vous dire une chose. Pour résumer tout ceci, savoir effectuer des investissements à la fois durables et rentables. Je vous dis la vérité, il y a des règles et des lois qu'il faut savoir maîtriser dans la vie. Votre vie peut être exposée à des difficultés, ne vous en faites pas. C'est parce que vous êtes dans une phase d'investissement.
Vous savez, il y a un temps pour semer, il y a également un temps pour récolter dans la vie. Ne croyez pas que parce que les choses prennent du temps, vous êtes en train de commettre des erreurs. Ce n'est pas vrai. Même si ça ne vous permet pas de récolter aujourd'hui, c'est que vous apprenez comme leçon. Je vous donne la vérité, je vous dis la vérité. Ça n'a pas de prix. Vous savez, on a vraiment échoué dans la vie que lorsqu'on n'a pas tiré des leçons de ses échecs. Mais lorsqu'on a pu retenir de bonnes leçons éclairées de ses échecs, en réalité, on a vraiment réussi. Il y a des personnes qui ont réussi dans la vie sans tirer les leçons de qu'est-ce qui a conduit au succès. Et après, ils ont tout perdu. Ceux-là n'ont pas réussi. Le succès même qui a été construit sans qu'on ne sache pourquoi on a réussi. Et en tirant les leçons pour le pérenniser, ce succès aussi n'est pas un bon succès. Mais celui dont le succès est bâti sur la compréhension de certaines lois, celui-là, il a réellement réussi. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. C'est écrit. Seule la bénédiction de Dieu enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire aussi qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Voilà. Parce que ça n'a pas été construit dans la connaissance, dans la lumière, par des principes, par des lois. Mieux vaut avoir peu pour savoir où tu vas que d'avoir beaucoup et peu dans la confusion. C'est déjà un problème. Il y a plein de personnes qui sont remplies de millions mais qui sont confuses. C'est aussi une réalité, malheureusement. Et c'est cette réalité aujourd'hui qui est populaire. C'est dommage. Je voudrais vous dire merci. Merci pour votre fidélité. Je vais laisser la parole à M. Tano pour nous faire part de quelques questions de certains de nos leaders. Je vais accorder encore une dizaine de minutes pour boucler ces questions. Donc, alors, M. Tano, je vous écoute. Merci, M. Ban, et encore merci et félicitations à vous pour cette masterclass, ces masterclass qui sont des cas d'école. Alors, comme d'habitude, nous recevons des réactions. Déjà, merci pour les nombreuses réactions qui suscitent déjà ces masterclass-là. 4000 déjà pour le mois dernier. Et je pense qu'on va encore multiplier, tripler. C'est tout le travail que vous avez pour ces masterclass. Alors, on va recevoir monsieur Yao Fulgence, entrepreneur. Il nous a laissé une note vocale par rapport à sa préoccupation. On va donc vous faire écouter sa réaction. Bonjour, leader sans frontières. J'espère que vous allez bien. Je suis Herman Yao et je suis promoteur de East Group. En effet, East Group, c'est un projet. D'abord, c'est un projet qui n'est pas encore constitué légalement. Et c'est un projet qui n'a pas encore d'un local fixe, mais qui exerce ses activités en ligne. Et d'abord, East Group est spécialisé dans le montage de projets professionnels et la gestion de projets. C'est-à-dire, on parle de la structuration des idées de projet, à la planification stratégique du projet en passant par la budgétisation du projet. Et ensuite, nous élaborons un business plan concret adapté au projet et aux moyens du promoteur de projet. Comment est-ce que je peux mieux m'organiser pour que, étant dans l'informel, je puisse toucher un large éventail de clients? Ça, c'est ma question ma question la plus prioritaire qui est là. Alors, M. Yao Fulgence, je ne sais pas si vous nous entendez. Ça veut dire que vous êtes consultant, si je comprends bien, puisque vous avez une expertise en matière de gestion de projet. Dès le moment où vous n'êtes pas constitué, ce qui fait que vous approchez du monde entrepreneurial, c'est un peu difficile. C'est-à-dire, vous approchez des entreprises, c'est un peu difficile parce que pour pouvoir opérer, on doit vous demander des documents qui justifient votre existence légale. Alors, ce que je voudrais vous dire, je crois que dans la session de masterclass, je vous ai parlé par exemple que lorsqu'il s'agit d'innover, il faut pouvoir par exemple se rapprocher des acteurs qui sont déjà innovants. Et lorsque vous n'êtes pas encore constitué et que vous avez une expertise à vendre, n'est-ce pas, auprès d'une clientèle cible, ce que vous pouvez faire, c'est de vous approcher de certains cabinets déjà existants.
qui, eux, généralement ont un éventail de clientèle et qui ont des clients, mais qui souvent, pour la plupart de ces cabinets, sont limités en termes de ressources humaines. Ou alors peut-être dans le domaine, dans le cadre de votre expertise spécifique, il peut s'avérer que certains cabinets, certaines structures, n'est-ce pas, et du domaine de la consultance, n'est pas votre compétence en interne. Cela voudrait dire que vous pourriez éventuellement nouer un partenariat, n'est-ce pas, d'assistance, de sorte que vous puissiez offrir vos services et vos compétences auprès de leurs clients, ce qui naturellement va vous permettre d'être connu auprès de la clientèle cible que vous visez. Cela peut prendre 1 an, 2 ans, le temps pour vous et de vous faire plus ou moins un nom et ensuite de pouvoir bâtir un réseau dans lequel on vous connaît et également de pouvoir apprendre, n'est-ce pas, à l'école des affaires, parce que c'est aussi une réalité. Donc, en bâtissant des stratégies de partenariat avec les cabinets existants, cela vous donne, n'est-ce pas, non seulement d'optimiser le temps, de pouvoir profiter et de bénéficier peut-être, et je peux dire de la réputation, de la renommée peut-être d'un cabinet crédible, et en même temps de vous faire connaître, mais également d'optimiser les ressources liées aux charges potentielles de la prise d'un local ou d'un bureau. Parce que même aussi de pouvoir affronter aussi l'administration fiscale. Parce qu'une fois que vous existez légalement, il faut payer les impôts. Donc, et en même temps aussi de pouvoir créer des salaires parce que vous aurez la tentation de vouloir constituer une équipe autour de vous. Donc, ma recommandation est, pendant que vous n'êtes pas encore constitué, c'est d'identifier et dans votre réseau, quelles sont les structures qui existent et qui donnent, qui offrent ce type de services, et vous pouvez proposer vos compétences spécifiques qui pourraient eux aussi les aider parce que c'est ce que j'appelle les alliances stratégiques. Au lieu que peut-être ces cabinets aillent recruter et une compétence comme la vôtre en payant peut-être des millions de salaires, elle préfère par exemple vous solliciter en tant que consultant lorsqu'elle a un projet, lorsque ce cabinet, lorsqu'il a un projet, ils vont faire appel, vous venez au nom et pour le compte de ce cabinet partenaire, et comme si vous êtes un acteur en interne, mais ce qui importe, c'est que vous optimisez le temps, vous profitez, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle le principe d'économie d'échelle, c'est-à-dire vous optimisez de chaque côté. Donc, ce qui vous permet non seulement d'élargir et d'apprendre davantage, d'édifier et de prouver sur le terrain ce dont vous êtes capable. C'est la raison pour laquelle je suis parti chez Cotiba, avant aussi de monter. Donc, ce que je vous recommande chez Fulgence, c'est que déjà vous puissiez avoir ce type d'approche. Ce type d'approche. Voyez, et également aussi peut-être, à défaut peut-être d'avoir des partenaires, c'est de pouvoir être honnête avec peut-être des entreprises existantes. Vous pouvez aller les voir pour dire, ok, moi j'ai la compétence avant ma connaissance, je ne suis pas constitué. Maintenant, quels sont les exigences pour que je puisse travailler pour vous? Il y a tout de suite des mécanismes. La plupart de ces entreprises travaillent déjà avec des cabinets. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Ces entreprises vous disent, ok, nous, la compétence que vous avez en matière de gestion de projets spécifiques, on a le sentiment que les cabinets qui travaillent avec nous, qui ont un contrat avec nous, n'ont pas cette compétence. Donc ce que nous on va faire, on va travailler avec vous, mais nous allons recommander à ce cabinet de sous-traiter votre expertise. Et donc le cabinet va venir signer un accord avec vous, de sorte que vous puissiez offrir vos compétences à ce client-là que vous avez identifié, mais pour lequel vous n'avez pas encore la légalité constituée pour permettre de travailler directement avec la structure. Donc ça peut être une approche commerciale qui vous permet déjà de commencer à vendre vos prestations, vos compétences, le temps pour vous d'être constitué et d'avoir les moyens de pouvoir vous installer. Voici un peu les conseils que je peux vous donner. On a un autre internaute qui veut savoir quelle stratégie adopter pour avoir des opportunités dans le foncier et le BTP. Monsieur Soumaro. Ah, Soumaro, oui, lui c'est mon leader préféré ça. Mais Soumaro, il faut m'appeler de côté du map, je vais te conseiller. Soumaro, lui mérite un coaching spécialisé. Mais comme la question va permettre à beaucoup d'acteurs dans le domaine du BTP d'obtenir des réponses, donc je vais quand même me faire plaisir de répondre à cette préoccupation. Quelle stratégie adopter pour avoir des opportunités dans le domaine du foncier et du BTP? Alors, je ne vous apprends rien du tout que, et ça c'est les statistiques, au minimum 40, 50, voire 60% des personnes qui sont à la MACA, je suis désolé d'être cruel, c'est des personnes issues du BTP malheureusement. Oui,
C'est dommage et c'est comme ça. Et pourtant, c'est un secteur qui enrichit énormément parce que la terre enrichit. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas respecté la terre lorsqu'ils ont voulu aller dans l'entrepreneuriat foncier et l'entrepreneuriat du bâtiment. Beaucoup de personnes n'ont pas respecté la terre. Quelque chose, quand tu vas mourir, on va ouvrir pour t'enterrer, tu n'as pas peur. Déjà, je parle à tous les acteurs du BTP qui sont connectés, qui me suivent ici. La terre, il faut l'honorer, il faut le respecter. Ce n'est pas le métier par lequel on s'enrichit facilement parce que c'est ce qui a été répandu dans beaucoup de consciences. Ça a les mêmes exigences que tout métier entrepreneurial et toute activité. Beaucoup de personnes, comme c'est une activité généralement dans laquelle on draine beaucoup de ressources, donc ça trompe beaucoup de personnes. Vous voyez, tu peux vendre par exemple une maison à 500 millions et puis tu as une commission de 2-3%, tu te retrouves à 4-7 millions tout de suite dans ta main. Et tu crois que c'est beaucoup. Voyez, et les personnes n'ont pas pris le temps de bien vérifier si la maison qu'il est en train de vendre ou bien le terrain qu'il est en train de vendre, ce terrain est libre de tout gage, s'il n'y a pas de conflit. Et après, on a plein de problèmes et il y a des crises. Alors moi, je voudrais vous donner un seul conseil. Le domaine du BTP et du foncier est régi par une réglementation en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est valable dans la plupart des pays. Le problème auquel beaucoup de personnes sont exposées dans ce domaine d'activité, c'est l'illégalité. C'est de vous assurer en tant qu'acteur entrepreneurial que vous êtes dans la légalité. Et je crois même dans ce domaine, il y a des agréments qu'il faut obtenir. Généralement, les gens estiment que le processus d'obtention de tous ces papiers est trop compliqué. Donc, on va aller vite. Et je vous ai dit que le mal de notre génération actuelle, c'est que nous sommes dans une situation d'immédiateté. Il y a des choses qui existent, un processus. Et il y a ce qu'on appelle des délais incompressibles, par exemple. Donc, c'est d'être patient pour bâtir ton activité parce que tu crois c'est ta vocation. Une fois que tu as toute cette légalité, c'est de regarder dans le domaine du BTP et du foncier, qu'est-ce qui est fait. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de citoyens aujourd'hui ont été déçus de beaucoup d'acteurs avant moi. D'où la nécessité de mener une étude SWOT. Voyez, on fait une étude SWOT, comme on le dit. C'est-à-dire force, faiblesse et opportunité, menace. C'est de regarder dans le secteur dans lequel tu veux opérer, qu'est-ce qui fait que beaucoup échouent, de sorte que sur la base de cette analyse, tu puisses définir la place que toi tu veux occuper. Quels sont les produits que toi tu veux proposer? Quelles sont les offres que tu veux proposer? Et quelles sont tes valeurs distinctives? Et à partir de là, j'ai des recommandations. Le problème du BTP, c'est que beaucoup de personnes ont les idées orientées uniquement sur Abidjan. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Abidjan n'est qu'une portion de la Côte d'Ivoire. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes cherchent uniquement à développer des projets uniquement qu'à Abidjan. Non, la Côte d'Ivoire est vaste. C'est de regarder par exemple dans les régions de l'intérieur du pays, comment est-ce que je me positionne. Le coût de l'immobilier, sinon du foncier, est beaucoup plus accessible. Pourquoi commencer à Abidjan quand il n'a pas les ressources d'investir par exemple dans le foncier à Abidjan où c'est plus cher et beaucoup plus contraignant et il y a beaucoup de difficultés? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant par exemple d'identifier une région à l'intérieur du pays où tu t'établis et tu te fais un nom pour construire une identité personnelle et où tu obtiens la confiance, n'est-ce pas, des propriétaires terriens, de l'administration et du foncier et de l'administration, n'est-ce pas, des infrastructures, tout ça, et de façon légale, tu acquiers tes sites et tu commences maintenant à les valoriser. Et les valoriser veut dire la mise en valeur. C'est-à-dire la possibilité, par exemple, d'apporter le réseau d'eau, l'adduction d'eau potable. La possibilité, par exemple, d'apporter, par exemple, le réseau de l'électricité. Parce que je me suis rendu compte que dans le BTP, les gens aiment la facilité. Ils finissent l'aménagement, ils font les bornages, ils font tout ce qui est comme morcellement et ils commencent à vendre. Il n'y a aucun aménagement qui est fait en fait. Voyez, donc la plupart des gens qui viennent payer, bon, ils payent comme ça. Et après, ils sont obligés de tirer le courant, d'envoyer l'eau par eux-mêmes. Donc, tu peux te distinguer déjà par ta capacité à dire, oh, moi j'avais pris d'investissement. Ce qui me donne aussi le droit de pouvoir vendre mon terrain beaucoup plus cher parce que j'ai déjà valorisé. Les gens sont prêts à payer. Les gens sont prêts à payer parce qu'il y a des arguments qui te distinguent des autres. Voyez, être entrepreneur, c'est être sérieux aussi dans son travail. Ensuite, c'est de regarder au niveau du bâtiment, qu'est-ce que j'offre. Bon, aujourd'hui, moi j'appelle par exemple les investissements verts, écologiques. C'est vrai que dans notre conscience populaire, c'est difficile, mais souvent il faut commencer pour voir. Si par exemple tu veux aller vers l'immobilier, c'est de dire, ok, est-ce qu'il ne me ferait pas intéressant pour moi de faire un programme immobilier dans un endroit adéquat par exemple?
Tu regardes, ça peut être l'Est du pays, ça peut être peut-être vers le Nord. Tu fais des programmes immobiliers, mais classe. Parce que la manière dont nous entendons le logement social, c'est pas comme ça les citoyens entendent. Les Africains, nous sommes des familles nombreuses. Tu fais une maison allumette, les gens viennent, ils sont coincés. Je ne suis pas sûr qu'ils sont contents. Donc si tu fais des maisons un peu spacieuses, qui donnent aux gens d'avoir un peu d'espace avec par exemple du BTC, tu vois, de l'écologie, et les gens voient qu'ils ont plus d'espace, peut-être qu'ils vont payer plus. Ils n'ont pas de soucis. Vous voyez? Donc c'est de voir, c'est d'être créatif pour voir quelle est l'évolution future en matière immobilière, de te positionner et de te distinguer. Et bien entendu, de pousser au maximum ta cible clientèle, d'écouter à verser quelque chose et puis à donner la preuve de ton sérieux. Vous voyez? Bon, après les questions bancaires, de comment est-ce qu'il fallait faire des financiers, ça, ce Maroc, quand j'aurai l'occasion de te voir, je le dirai en privé, pas ici. Parce qu'il y a des conseils aujourd'hui que je ne donne pas publiquement. Parce que ça, c'est des retours d'expérience personnelle. Dernière question, M. Koko Mani, il est entrepreneur. Bonjour, bonjour à tous et merci à M. Olivier Osibon de vraiment nous proposer ces masterclass qui nous permet de plus, en tant qu'entrepreneur, de toujours se touiller, de toujours apprendre. Parce qu'apprendre, c'est partage d'expérience, savoir un peu les difficultés des uns et des autres. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Amani Jean-Didier Kwaku. Je suis le manager général de l'entreprise eMoney CI. Nous sommes plus dans le domaine du digital. Nous faisons tout ce qui est comme mobile money et aussi de l'économie numérique telle que les crypto-monnaies. Alors, ce dont je voulais faire référence aujourd'hui, c'était de savoir, nous qui sommes plus dans le domaine du mobile money, nous rencontrons des difficultés qui s'installent aujourd'hui avec l'avènement de plusieurs opérateurs dans le marché, notamment les commissions qui étaient partagées par les opérateurs pour les prestations de services que nous faisons ont été réduites catégoriquement, on va dire même de plus de 70%. Aujourd'hui, on se retrouve à payer, on peut dire, nous qui sommes au CGA, payer des impôts qui, ma foi, après un an d'activité, nous ne pouvons même pas rentrer, je dirais, en bénéfice. Parce qu'il faut tenir compte du nombre d'employés que vous employez, il faut tenir compte du local, il faut tenir compte des factures d'eau, d'électricité et même d'Internet. Donc ma question est de savoir comment s'en sortir face à ces différents problèmes-là, ces différents problèmes que nous rencontrons face aux impôts. Est-ce que la Côte d'Ivoire se dote réellement d'un registre d'impôts pour les petites entreprises pour qu'on puisse survivre à cette marée d'imposition d'impôts qui est sur nous? D'accord. Monsieur Amani, je vous dis merci. Vous le savez, on qualifie généralement les entreprises des poules aux œufs d'or. Mais en même temps, si tu étouffes la poule, c'est clair que les œufs d'or ne sortiront plus. Ça, c'est toujours la problématique à laquelle l'administration fiscale et disons le gouvernement dans son ensemble est confronté et dans la gouvernance d'un pays. C'est ce qu'on appelle la gouvernance fiscale, sinon le droit fiscal. Et malheureusement, tout le monde est égal devant le droit, sinon la Constitution qui confère également le pouvoir à l'État exécutif de pouvoir définir, n'est-ce pas, à travers le législateur, ce qu'on appelle l'impôt. Donc, vous convenez avec moi que face à cette situation, la seule alternative qui reste à l'État, c'est d'user de son pouvoir discrétionnaire, n'est-ce pas, pour trouver des alternatives, sinon des mesures d'atténuation, de sorte à faire en sorte que des acteurs considérés comme stratégiques ou fragiles ne puissent pas être emportés par ce qu'on qualifie entre griffes de pression fiscale. Et ce que je voudrais déjà dire à M. Amani, et ça je le dis à beaucoup de jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire, moi par exemple dans le cadre de mes investissements industriels à Toumoudi, nous avons tout de suite et nous sommes rapprochés du chef ici et bien entendu du ministère en charge des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Et nous avons été accompagnés par un cabinet privé qui nous a aidé à monter un dossier et auprès du chef ici nous avons obtenu ce qu'on appelle l'agrément d'investissement, lequel agrément nous donne la possibilité et sur les avantages fiscaux, non seulement d'exonération sur les droits des douanes, mais également sur la TVA et également en phase d'exploitation, l'exonération c'est un certain nombre d'impôts sur près de 7-8 ans et pendant la phase d'exploitation.
Ça, c'est notre cas. Mais votre cas ici, en tant qu'opérateur et mobile money et PME, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'agence Côte d'Ivoire PME. C'est déjà la première et le premier réflexe que je voudrais recommander à vous, mais également à la plupart des entrepreneurs qui m'écoutent. Il y a une agence Côte d'Ivoire PME qui existe. Bon, je n'ai pas les contacts, peut-être que l'idée sans frontières va retrouver les contacts, on pourra les diffuser après sur notre plateforme. Il y a une agence dédiée au PME. Et ce que je vais vous recommander, c'est de vous approcher de cette agence pour regarder quelles sont les dispositions administratives et fiscales que l'État de Côte d'Ivoire a mises en place pour alléger le poids de la fiscalité sur les PME. Il y a même des dispositions, c'est la raison pour laquelle souvent il faut diffuser en long et en large ce qu'on appelle l'annexe fiscale. Chaque fois qu'il y a le vote du budget de l'année, le budget de l'État, et il est adossé à ce budget ce qu'on appelle l'annexe fiscale. Et l'annexe fiscale va vous donner de comprendre quels sont les nouveaux impôts qui ont été créés et également quelles sont les exonérations dans certains domaines bien précis que l'État, les facilités que l'État accorde à certains secteurs. Et c'est la raison pour laquelle souvent il y a des cabinets dévolus à cette activité et également pour conseiller les PME. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, je ne sais pas si ça fait partie des missions de Côte d'Ivoire PME, de l'agence Côte d'Ivoire PME, mais je crois qu'il faut qu'il le fasse. Parce que c'est là que peut-être Côte d'Ivoire PME devrait pouvoir avoir des sessions de formation pour informer les jeunes entrepreneurs des possibilités d'exonération dont ils peuvent bénéficier. Parce que je voudrais vous dire une chose. Un agent fiscal, par exemple, qui vient chez vous, même s'il sait que vous pouvez bénéficier d'une exonération, et que lui, il a un objectif de chiffre d'affaires, comme on le dit dans leur jargon, un objectif d'entrée des recettes fiscales, lui, il ne va pas te dire que tu es exonéré. Vous voyez, lui, il va venir réclamer la taxe, alors que peut-être il y a une disposition dans l'annexe fiscale qui vous permet d'être exonéré de cette taxe. Et comme souvent, au niveau des PME, on n'a pas les ressources pour recruter peut-être des compétences fiscales de haut niveau. On a peut-être souvent que des simples comptables qui ne maîtrisent pas le rouage de la fiscalité. Parce que, écoutez-moi, c'est la raison pour laquelle on parle du droit fiscal. La fiscalité est une expertise. Et malheureusement, il se trouve que les PME n'ont pas les moyens, souvent, de s'acheter cette expertise d'accompagnement. Conséquence, quand même qu'il y a des exonérations, ils continuent à les payer sans le savoir. Voyez, donc ce que je vais vous recommander, c'est, comme votre cas spécifique, Monsieur Tano, je voudrais que vous le notiez dans la liste des personnes que je pourrais recevoir, et je vais demander peut-être à moi mes conseils et au plan fiscal de vous recevoir pour vous assister, pour voir la nature de votre activité, quelles sont les dispositions en termes d'avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier, et à défaut également, quelles sont les démarches qu'on pourrait mener auprès de votre centre des impôts pour obtenir des facilitations au regard de ce que vous devez aux impôts, ce qu'on appelle le principe dégressif que l'administration fiscale pourrait peut-être vous offrir pour aider à réduire ce que vous devez aux impôts, de sorte à réduire la pression fiscale que vous subissez actuellement. Donc on verra bien à notre niveau et comment est-ce qu'on pourrait vous y accompagner. En tout cas, je vous remercie. Nous restons disponibles. Continuez à partager vos questions, chers leaders. Nos équipes techniques vont les noter et je crois qu'au fur et à mesure, nous allons, et bien entendu, et vous répondre, n'est-ce pas, au fur et à mesure que nous avançons dans nos sessions. Merci infiniment, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Je vous souhaite une excellente semaine, bien entendu, à nous retrouver la semaine prochaine.